Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast ACMI en compagnie de Habib Haitoumi qui va nous parler de son parcours à partir du baccalauréat, son passage à l'INSA de Lyon ou encore sa diplomation aux arts et métiers. Il parlera aussi de son alternance, mais aussi de son échange académique en Chine ainsi que ses retours d'expérience professionnelle. Suivez cet épisode jusqu'au bout pour en apprendre plus. Vous trouverez juste en dessous en description les découpages des temps de parole pour aller aux sections qui vous intéressent. Merci et bonne écoute. Donc, Bismillah, moi je suis le Habib Haitoumi. J'ai 35 ans, marié, 3 filles. Voilà, j'habite toujours en Île-de-France. Euh, D'une manière générale, donc je suis expert en tout ce qui est industrialisation. Donc voilà, j'ai à peu près une dizaine d'années, bientôt 10 ans d'expérience en industrialisation. Donc la partie industrialisation, c'est ce qui vient après la partie recherche et technologie, après recherche et développement, et on passe en mode série. Et donc pour l'assurer, on passe en industrialisation. Voilà. Euh, sur la partie académique. Donc moi, j'ai fait un bac S في المغرب, donc à Rabat par contre. Donc أنا عندي le parcours ديالي à Ouazzam. Là, je suis Ouazzamais de base. Et après, pour la dernière année, pour pouvoir faire les classes préparatoires à Rabat, le lycée Moulay Youssef. Donc, j'ai fait mon baccalauréat là-bas. Donc, voilà, après des classes préparatoires, toujours à lycée Moulay Youssef, j'avais intégré l'INSA de Lyon, au département génie mécanique. Voilà. J'ai Très bien. Donc, fait. Hmm, tu dis-moi. es admis direct. Tu Oui. as fait ta prépa au Maghreb, après tu as passé les concours, ce sont des concours à l'époque. Hmm. Après, une salle de Lyon. Ok. Euh, Concours, du coup, entretien, et voilà. Et après, j'étais admif GMPP, donc génie mécanique et procédé plasturgie. Il y avait encore à ce moment-là cette option-là. Euh, donc, parcours que j'ai suivi pendant 1 an et demi. Après, j'ai eu, lors de la deuxième année, des problèmes de santé, donc j'ai dû arrêter pendant 1 an et demi, avec une période d'immobilisation après une opération chirurgicale. Et donc, ce qui fait 2 ans scolaires. Et à l'INSEAD Lyon, au niveau du règlement interne, on n'avait pas la possibilité en fait de reprendre les études après une suspension de 2 ans. Donc, une suspension d'études après ou supérieure à 1 an d'études. Voilà. J'ai essayé quand même de repostuler à l'INSEAD Lyon, mais en apprentissage cette fois, et c'était pas possible non plus. Donc voilà. J'espère que ça a changé depuis. Donc, j'espère aussi. par la suite, du coup, je reprends en 2014, donc septembre 2014. Euh, je reprends les concours. J'étais admissible aux arts et métiers. Et donc, aux arts et métiers directement, mais moi, c'était en alternance. Il fallait que je trouve une entreprise, et donc j'avais fait le choix. Il me restait quoi? 1 an, donc 2 semestres pour avoir le diplôme d'ingénieur. Et donc reprendre le parcours d'ingénieur de zéro sur le parcours classique académique. J'avais décidé de faire autrement, et donc de commencer à avoir de l'expérience professionnelle, et gagner un peu d'argent en autofinancement des études. Ça, c'était important aussi. Donc voilà, je monte sur Paris, j'intègre, enfin, je suis admissible en fait. En tout cas, j'arrive à choper les arts et métiers. C'était en juin, juillet 2014. Donc j'ai commencé à chercher mon entreprise pour les 3 ans. C'était en génie industriel. Donc là, je change un peu de génie mécanique, conception, procédé de plasturgie, à plutôt génie industriel. Euh, donc derrière, après une semaine d'admissibilité, on reçoit un mail comme quoi
il y avait plus de place parce que c'était très, très recherché le parcours par apprentissage aux arts et métiers. Par contre, on restait toujours admissible l'année d'après sans avoir besoin de repasser les concours, etc. Entre-temps, j'avais trouvé, mais j'avais pas que les arts et métiers, j'avais d'autres, j'avais Supmeca, par exemple, et j'avais le CESI, pareil. Et j'avais trouvé, une semaine après, j'avais trouvé un contrat euh, chez PSA. Et j'avais le choix entre, du coup, soit partir sur quelque chose autre que art et métier, donc un parcours qui est un peu plus, qui ne corresponde pas en fait à ce que je souhaitais moi, en tout cas, et sur une mission en entreprise qui ne valait pas vraiment le coup. Il y avait beaucoup de gestion de projet, etc. Et comme plan B, j'avais une licence professionnelle matériaux, orientée matériaux composites, et j'avais trouvé l'entreprise qui était à l'époque Safran Snecma. Snecma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion. Voilà. Par contre, la mission, elle était Si, très intéressante côté. Oui, dis-moi. si je peux me permettre, il y a une question qui revient assez souvent, enfin, nous, côté étudiant, c'est les personnes qui hésitent, est-ce qu'on fait un parcours alternance ou pas? Euh, et quand on retrouve sur ça, et pourquoi, ce serait quoi l'argument numéro un pour faire l'alternance? Euh, J'en ai parlé de deux déjà. Donc la partie avoir de l'expérience professionnelle. Donc quand on vient en fait du parcours classe préparatoire, les classes préparatoires au Maroc, donc on a zéro expérience professionnelle. Donc première année, on peut faire un TIPE à ce moment-là. C'était je me rappelle plus en fait, mais c'était travaux d'initiative personnelle et quelque chose. Je me rappelle plus exactement, mais c'était un travail à rendre en fin de première année et aussi en deuxième année, qu'on passe enfin, en oral pour assurer l'admission après l'admissibilité au niveau des écrits. Mais il y avait zéro stage sur mon CV. Donc moi personnellement, je voulais commencer à avoir de l'expérience professionnelle. Donc ça c'est important. Déjà une question de CV pour l'avoir sur son CV, mais parce que c'est important, moi je trouvais que c'était très important. Et l'apprentissage, pour l'aspect, le deuxième critère et la deuxième raison, c'était l'autofinancement. Donc que l'on soit en école euh, ou en entreprise, on est quand même un salarié de l'entreprise, donc on est payé. Ça, c'est quelque chose de très important à mon sens, parce que ça permet en fait d'être, quand on est en école, être focalisé en fait sur ses cours, sur la formation, sur la montée en compétences, sur le savoir, la partie savoir, sans avoir à s'occuper allez, je cherche un job étudiant à côté qui peut-être n'a rien à voir. Donc parce qu'au départ, et moi je l'ai fait beaucoup avant d'intégrer les arts et métiers du coup, c'était donner des cours, donc des cours particuliers. C'est quelque chose d'important, ça reste quand même un petit peu dans le domaine, mais la quasi-totalité des camarades de classe, c'était plutôt partir le soir, faire de la plonge ou autre chose en tout cas. Rien à voir, mais c'est pour l'aspect financier. Après, pour les richards, ils auront pas besoin en fait peut-être de cet argument-là. Voilà. Donc G2, financier et se concentrer sur la montée en compétences dans son domaine, ça c'est important. Et du coup, moi, j'ai commencé à travailler sur de l'associatif quand j'étais aux arts et métiers, par exemple. J'avais pas besoin en fait de travailler à côté. Euh, J'étais responsable du pôle pédagogique aux arts et métiers et on a créé une banque d'annales pour les DS, les cours. On a commencé à donner des cours aux premières années, quand on était en deuxième année, donc on a commencé à donner aux premières années des cours, etc. Et ça permet effectivement de, d'acquérir plus rapidement en fait le savoir euh, de la spécialité. Donc
Moi, je trouvais ça, c'était intéressant. Euh, Quelque chose de très, très important, donc la troisième raison, je trouve, pour l'apprentissage, c'est que euh, en le faisant, on se rend compte en fait des cours euh, qu'on a l'habitude de faire, mais on ne voit pas l'intérêt d'une manière théorique. Je parle principalement, là, je parle par exemple de la gestion de projet. La gestion de projet, moi de mémoire, que ce soit à l'INSEAD de Dijon ou aux Arts et Métiers, avant de toucher un peu l'intérêt de la matière, c'était une matière facile. Allez, la gestion de projet, c'est à valider. C'est pas comme la mécanique des solides déformables, par exemple. On parle pas de tenseur, on parle pas de. Donc, c'était beaucoup plus facile, en fait, à assurer. Euh, et du coup, voilà, on dit, OK, c'est simple, c'est facile, c'est de la méthodologie, OK, soit. Et on valide et on passe à autre chose. Et quand on arrive, après notre diplôme, quand on arrive dans le monde du travail, la première des choses, c'est la gestion de projet. Et là, on voit la différence entre les gens, les différents ingénieurs, même des ingénieurs expérimentés au niveau de la gestion de projet. C'est là où on a une grosse différence et c'est très très important en fait dans le monde du travail. Et donc l'apprentissage, il permet au moins de voir l'utilité en fait de certaines matières qu'on a, euh, qu'on apprenne à l'école, purement théorique, et on voit pas nécessairement en fait la pratique. Même avec des projets, des fois on avait des projets pour dire ok c'est de la gestion de projet, etc. Mais c'est pas comme pouvoir l'expérimenter dans la vraie vie. Et ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, quand on arrive à le pratiquer en entreprise, bah, on a la chance en fait de le revoir en école et d'avoir le socle théorique. Ça, je trouvais ça important. Pareil pour les matériaux, pour pas mal de choses. Après, ça dépend de l'expérience de chacun. Il y avait des personnes qui avaient des missions en apprentissage rien à voir avec les cours. Et ça, c'est pas bon, par contre. Il faut avoir des missions euh, qui sont dans le prolongement en fait de la montée en compétence sur la spécialité de l'étudiant. Voilà, voilà. Ouais, et du coup, Voilà, dis-moi. est-ce que, est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rôle? C'était quoi concrètement ton rôle au sein de l'entreprise pendant ton apprentissage? Au-delà du fait que ça t'a permis en fait d'exercer ces compétences de gestion de projet. Alors là, je pars directement sur mon parcours professionnel parce que j'avais pas fini en fait le parcours académique. Sauf si tu as t'as un chronomètre Alors, à côté de toi pour chronométrer, il n'y a pas de souci. Moi, non, non, je te laisse piloter la non, séance non, et voilà, il n'y a pas de souci. non, non, bien sûr. Non, je voulais juste rebondir sur l'alternance vu qu'on était sur ça. Mais du coup, sur le parcours académique, libre à toi, tu as dit que tu étais responsable du pôle pédagogique et que ça t'a permis de gérer plusieurs choses et de pouvoir apprendre pas mal. Euh, et du coup, tu encourages en fait les jeunes à faire de l'associatif et que derrière, ce qu'on fait, bah, ça permet d'avoir certaines compétences, de les mettre en pratique avant même d'aller au monde professionnel, c'est ça? Ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Il faut en profiter quand on est étudiant, je trouve, le travail associatif, mais pas juste le travail associatif comme ça, pour avoir quelque chose sur son CV. Non, non, parce que ça permet effectivement, faut en être conscient et il faut avoir la, la croyance que ça permet à l'étudiant en fait, d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses dont on se rend pas compte forcément en fait quand on les fait, mais avec le recul, on se dit quand même c'est quelque chose de très très important. Le travail associatif qui est en lien avec le domaine. Si par exemple, là tu me parles, c'est dans le cadre de l'associatif, mais dans ta spécialité, du génie mécanique Oui, orienté aéronautique, si je comprends bien. oui, oui. Ah, Et, c'est et mon projet personnel en tout cas. hmm, ok. Mais de toute façon, c'est quelque chose de très bien en fait. Ça permet de, d'appliquer beaucoup plus de choses
que l'on peut appliquer, un projet, on apprend le cours et on se dit, OK, on a un projet pour, je ne sais pas, appliquer ce qu'on a appris en VBA, par exemple. Quand on va faire de l'associatif dans le domaine, je dirais, scientifique, technique, à l'INSA de Lyon, je me rappelle, il y avait pas mal d'associations pour le 4L, fabrication des fusées par exemple, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. On commence à apprendre la méthodologie, en tout cas, euh, de piloter des projets. Et techniquement, on voit beaucoup de choses. On n'est pas limité au génie mécanique, on n'est pas limité au génie industriel ou informatique. Donc, on a besoin de quelque chose. Comment je fais? Je me renseigne, j'essaie d'apprendre, j'essaie de contacter les bonnes personnes pour m'aider et j'essaie de trouver je propose des solutions et voilà, on teste. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Travailler avec les gens, c'est aussi très important. Voilà, ça, moi, je comptais pas en parler là maintenant, mais c'est très bien. On a eu l'occasion d'en parler rapidement. Je reviens juste rapidement sur mon parcours. Bah, du coup, j'avais le choix entre, je disais, entre arts et métiers et l'INSEAD Lyon. Donc moi, j'ai fait le choix, même si ça a été déconseillé par mes frères, par exemple, en disant, OK, tu as déjà perdu des années à l'INSEAD Lyon. Là, tu as la possibilité en fait de repartir sur 3 ans. Bah, fais-le. Ça sert à rien de prendre encore une année et attendre N+1 pour réintégrer en fait les arts et métiers. Bon, j'ai consulté, j'ai comparé les différents avis, mais au final, j'avais pris une décision et aujourd'hui, je trouve que c'était la très très bonne, c'était une très bonne décision de dire, OK, je vais prendre du retard encore une année sur mon parcours, c'est pas grave, mais je vais quand même apprendre pas mal de choses. Et donc, je pars en licence pro, donc management, ingénierie et industrialisation des matériaux composites, donc orienté composite, mais on y voit tout. C'est quelque chose de très très important. C'est vrai que nous, sur les parcours classe préparatoire ou classe préparatoire intégrée, et après derrière école d'ingénieur, on a une mauvaise vision en tout cas de la partie professionnelle et licence, DUT. Euh, euh, En tout cas, on se dit, moi je parle là en termes de ce que j'avais en tête et c'était quoi notre culture aux classes préparatoires au Maroc. Donc on se dit, ok, bah, en termes de formation, c'est un peu moins formateur, c'est un peu moins challenging, mais dans la vraie vie, au final, moi je trouve que c'était très, très important. Ce que j'ai appris en fait en licence pro, que ce soit côté académique, c'était très intéressant. En tout cas, c'est ce que je cherchais finalement, parce que moi, j'étais attiré par tout ce qui est concret, euh, de la mécanique, de la conception, de la réalisation. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et du coup, là, si j'étais amené, par exemple, là, personnellement, amené à refaire mon parcours, je ne partirais pas sur des classes préparatoires. Je choisirais plutôt un DUT, génie mécanique ou génie des matériaux ou quelque chose qui me, qui me plaît dans mon domaine et de choisir en fait dès le départ. Aujourd'hui, euh, c'est un peu facile pour moi de dire que les gens qui choisissent en fait les classes préparatoires, c'est des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ça n'a rien à voir, c'est très très formateur les classes préparatoires en termes de méthodologie, etc. On apprend beaucoup de choses, donc je vais pas étaler les différents points positifs et les avantages des classes préparatoires, mais moi je trouve que euh, si on compte sur les 3 années pour apprendre un métier, apprendre tout un domaine, je pense que on se trompe. Voilà. Euh, donc voilà, je fais l'année en apprentissage, donc j'intègre Safran Snecma à ce moment-là. Et donc, au niveau société, bah, j'apprends tout ce qui est CND, contrôle non destructif. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Donc, j'avais, en tout cas, moi, j'avais soif en fait d'apprendre et c'était
une revanche que je devais prendre sur le parcours, sur la non-possibilité de continuité de mon parcours au sein de l'INSA de Lyon, etc. Et donc j'avais soif, j'avais appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était très intéressant. Voilà, derrière, donc après une année, donc j'ai fait mes preuves au niveau de la société, donc SNECMA. Euh, J'étais toujours admissible côté arts et métiers. Et donc dès mai, juin, j'avais déjà en fait trouvé, toujours au sein de SNECMA, et de lancer mon parcours avec les arts et métiers en génie industriel. Donc en gros, sur le parcours académique, je fais classe prépa, génie mécanique, et je fais une année de génie des matériaux et ciblé matériaux composites, donc les matériaux de l'avenir. Et donc plutôt sport de haut niveau et surtout orienté aéronautique. Donc matériaux composites pour alléger un peu le poids des turboréacteurs. Donc c'est ce que je voyais chez Snecma sur la partie fan par exemple et les nacelles, etc. Donc on allège et du coup on consomme moins de carburant, etc., etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans le détail. Et, Euh, et ça, juste, si je peux te demander, c'est en quelle année cette licence en composite? Plus ou donc moins de comme ça, le 2004 semestre, hein. de 2014 à 2015. 2014-2015. Ok, Donc ça de c'était. 2014-2015. Et, et ce qui était intéressant dans la licence, c'est que on a eu en fait les intervenants qui nous donnaient des cours, c'était des professionnels dans la majorité des temps. Et ça, c'était quelque chose d'important parce que ça permettait d'avoir des liens au niveau des sociétés. On avait des professeurs de Dassault, on avait des professeurs de l'ONERA. Donc, c'était quelque chose de très, très important. C'était des professeurs de qualité. Et en plus, si c'est les liens avec eux, ça permet de faciliter derrière pour le travail. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Il ne faut pas rester focus. Je suis étudiant et le jour où je déciderai de commencer à travailler, je vais trouver facile. Possible, oui, ça arrive, mais c'est moins intelligent, je trouve. Derrière, donc, je commence je change de site. Donc c'était aussi quelque chose que je souhaitais. Donc j'étais à Villaroche. Villaroche, c'est dans le sud-est de Paris, à peu près une cinquantaine de kilomètres. Et après, je change, je pars à Gennevilliers, dans le nord-ouest, complètement posé. Et donc j'étais aux Arts et Métiers à Paris. Donc voilà, place d'Italie. 3 ans en génie industriel. Euh, c'était, je trouve, que c'était les meilleures années en fait de mon parcours académique, parce que, comme j'ai dit, je ne m'occupais pas de la partie financière. Ce que je faisais en entreprise, c'était en phase complètement avec les cours que j'avais, parce que le centre de Paris, il est focus sur la partie matériaux. Donc chaque centre de art et métier, il est plutôt usinage, plutôt fonderie, plutôt. Et le centre de Paris, il est connu pour tout ce qui est matériaux. Et moi, du coup, j'étais pilote industrialisation. C'est euh, c'est ma deuxième expérience professionnelle. Pilote d'industrialisation euh, à la fonderie à cire perdue. Voilà, c'est un procédé qui est à part, c'est de la fonderie de précision. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de- d'avoir un cours de procédé, par exemple, d'élaboration ou de fabrication, et parmi lesquels on voit en fait la fonderie à cire perdue. Il y a la fonderie à sable, plusieurs typologies de fonderie, et la fonderie à cire perdue, c'est ce qui est utilisé en aéronautique et aussi dans la partie l'élaboration des bijoux, etc. Et c'est un procédé qui est ancien, mais qui donne en fait des pièces, des brutes de fonderie de précision, donc à des états de surface très très élaborés et des dimensions de précision. Voilà, je fais ça pendant pilotage d'industrialisation pendant 2 ans. Euh, tac, 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 tac. En école. Donc les 2 ans en école, pareil. Donc j'apprends beaucoup de choses, très très intéressant. Et donc dernière année, la troisième année,
on avait 6 mois, 6 mois. Ce qui était intéressant aux arts et métiers, c'est que le parcours, il n'est pas de 2 semaines, par exemple. C'était 2 semaines, enfin, c'était comme le parcours classique. On fait nos 6 mois à l'école et après les 6 mois en stage. Et là, par exemple, les premiers 6 mois, on est payé. C'est quelque chose quand même d'intéressant et ça permet effectivement d'être tranquille et focus sur sa montée en compétences. Je n'arrêterai pas de le répéter à chaque fois. Dernière année, donc, on avait, nous, en tout cas, une obligation. Je ne sais pas si ça a été aujourd'hui, ça a été généralisé et c'est devenu obligatoire pour toutes les formations d'ingénieurs. Mais à ce moment-là, nous, c'était obligatoire, en tout cas à l'ENSAM, de passer au moins 10 semaines à l'étranger. Euh, donc, moi, j'ai fait juin, juillet à Safran Nacelle au Maroc, une mission là-bas de 2 mois pour valider l'expérience à l'international. Pour moi, c'était important parce que j'avais encore des idées de revenir au Maroc. Et je m'étais dit que c'était l'occasion pour expérimenter un peu le marché du travail au Maroc et travailler chez Safran, une autre société du groupe, donc anciennement Aircel, et de découvrir aussi de la maintenance. Donc j'avais une mission de 2 mois rapidement là-bas. C'était très intéressant. Et en attendant, j'avais assuré l'expérience à l'étranger avec le parcours académique, donc un programme d'échange sur le premier semestre, semestre de la troisième année en Chine, voilà, à Nanjing, donc NUAA, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Ce qui était intéressant, très très intéressant, c'est que c'est le système en Chine, c'est le système anglo-saxon. Donc on peut choisir nos cours nous-mêmes. Pardon. Donc moi, 2 idées en tête, c'est de effectivement pouvoir traduire en anglais toutes, toutes mes connaissances. Donc j'ai choisi des cours de génie industriel. Euh, et j'ai choisi des cours en aéronautique. Donc, tout ce qui est aircraft design, industrial engineering. J'ai repris la gestion de projet, donc project management. Mais j'avais choisi des cours, ce qu'on appelle aujourd'hui des cours de MBA. Donc, c'était pas mal aussi sur le management stratégique et tout ce qui est analyse et forecast des marchés en fait. Et ça, c'était quelque chose de très important. Ça m'a aidé en fait à faire euh, des pas et d'évoluer beaucoup plus rapidement au niveau de mon parcours professionnel. Ça tombe bien que tu parles de ton échange parce qu'actuellement à l'INSA, c'est la période des choix, des vœux d'échange, etc. Donc, c'est vraiment un thème sur lequel tous les étudiants discutent actuellement. Euh, c'est quoi ton retour d'expérience, en fait, pour quelqu'un qui est allé dans un pays, par exemple, j'imagine que tu parles pas la langue locale. C'était quoi le retour d'expérience? Est-ce que c'était difficile, facile? Je sais que ces questions-là, elles reviennent souvent. Et est-ce que ça t'a permis de t'améliorer en anglais, d'acquérir du coup, un vocabulaire technique? Ok, je vois, c'est des questions légitimes. Euh, moi, c'était quelque chose de très important. Il fallait que je le fasse. On avait, en tout cas aux arts et métiers, on avait la possibilité de le faire en Angleterre, euh, euh, aux États-Unis, il n'y en avait pas. Au Canada, il y en avait, mais la partie Québec, donc pas la partie anglophone. Euh, on avait de l'Europe de l'Est aussi. Et après, on avait la Chine et de mémoire la Corée du Sud. Là, je parle par exemple des partenariats entre les universités et les arts et métiers. Ouais. Euh, Moi, j'avais choisi la Chine. Déjà de base, je suis de nature aventurier, voilà. Euh, C'était quelque chose qui me fascinait, je ne savais pas, et je m'étais dit, ok, j'y vais, je vais me débrouiller, il faut que je trouve des solutions, etc. Ça, c'est de un. De deux, je voulais pas en fait
que ce soit de l'Europe de l'Est ou l'Angleterre, parce que je voulais découvrir quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on est plutôt proche et on connaît, même si on n'a pas vécu, on connaît beaucoup de choses quand même de la partie de l'Occident, de la culture occidentale. Moi, je voulais découvrir un peu la, la, la culture asiatique et complètement orientale. Donc ça, c'était intéressant. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi ça. On était, euh, il y avait 4 places en fait, et il fallait que l'on soit bien classé au niveau de la deuxième année pour pouvoir choisir. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pas parce que on, on a validé en fait le parcours bac+2, donc prépa intégrée ou prépa, et que derrière, allez, école d'ingénieur, là, on va pouvoir souffler un peu. Je pense pas que ce soit le bon mindset en tout cas pour apprendre. Donc, il faut continuer en fait de faire la différence. Et moi, c'est ce que je considère comme passer de bons moments. C'est effectivement d'apprendre, et avec l'apprentissage, quand on fait ce qu'on aime et quand on apprend ce qu'on aime, ben, derrière, on fait la différence. C'est ça. Et effectivement, pour pouvoir découvrir d'autres cultures, d'avoir des programmes d'échange, bah, il faut faire la différence aussi sur le classement au niveau du parcours académique. J'y vais. Je voulais en fait aussi, donc je l'ai dit en fait pour pouvoir, enfin, euh, pratiquer mon anglais. Euh, Mon expérience du coup, sur les 6 mois, au départ c'était compliqué en Chine, très très compliqué, parce que les gens, moi je m'étais dit que au moins, allez, au niveau à l'aéroport, les gens ils vont parler anglais, les taxis au moins, etc. Non, il y a personne qui parle anglais. Très très rare, mais c'est très rare, mais c'est les étudiants en fait de l'université euh, qui ont choisi des parcours internationaux, des pilotes par exemple, etc., qui parlent anglais. Ils sont de nature timide et très respectueux. Et du coup, déjà aborder un étranger, euh, enfin, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, il y a une bonne partie en fait de la population quand j'ai visité, moi, je parle de ma propre expérience, euh, qui sous-estimaient en fait, en tout cas, et ils avaient peur de l'erreur, etc. Ils sont timides, ils sont trop réservés un peu. Donc, quand tu vas pour aborder quelqu'un, pour demander en anglais, etc., et il va te dire non, 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 non. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au final, ça s'est très bien passé. Donc, la première semaine, c'était un peu compliqué. Je commençais à me dire quand même, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y avait une petite période de doute. Et à un moment donné, j'ai dit non, 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 là, il y a pas possibilité de refaire marche arrière. Et non, je continue jusqu'au bout. Voilà. C'est quelque chose de très, très, très formateur et très intéressant là aujourd'hui. C'était pas mal de galères au départ, mais c'est ce qui forge en fait la personnalité et l'expérience des gens. Et ça, c'est important pour trouver déjà le logement quand ça parle pas anglais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise les moyens de bord. Et là-bas, c'est quelque chose qui m'a un peu fasciné, c'est qu'on est d'un côté, on peut trouver par exemple des bidonvilles, mais de l'autre côté, on trouve les anciens. Excusez-moi. Non, il y a ma fille qui est rentrée. Désolé. On pourra couper, c'est pas grave. On pourra couper, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oui, on utilisait les moyens de bord. Bah, du coup, ils sont très développés sur la partie. On peut trouver des gens qui ont 80 ans, etc., et qui commencent à utiliser les smartphones avec des applications, etc. Et ils ont une application un peu équivalente, mais très très poussée, par exemple, qui s'appelle ChatGPT, pas ChatGPT, pardon, qui s'appelle WeChat. Voilà. Et
sur laquelle c'est quelque chose d'officiel, hein, c'est pas juste le WhatsApp. On peut prendre un rendez-vous, on peut commander on peut prendre rendez-vous à l'hôpital par exemple, on peut commander nos billets de train, etc. Tout est connecté dedans. Et ça, c'est quelque chose ouais, moi, j'étais quand même bluffé. Euh, et du coup, il y avait la traduction. Et en fait, il parlait avec moi chinois, on avait le portable. Et ça, c'était en 2017, hein. Le portable, comme ça, il parlait chinois, ça traduisait, et moi, je parlais anglais, et du coup, ça traduisait, et on arrivait à se comprendre. Et franchement, c'était quelque chose d'intéressant et de formateur pour moi. Voilà. Après, derrière les cours, j'ai galéré pendant les 2 premières semaines parce qu'on avait des professeurs chinois dont pour le programme en fait d'échange. Euh, le programme il était complètement en anglais, mais en fait c'était un petit département. On était 30 000 personnes. Là-bas c'est le système américain, le système pas américain mais plutôt anglo-saxon, et derrière multiplié par la puissance n quoi. On était 30 000 personnes, 30 000 étudiants au niveau de l'université, très très grande. Il y avait une autoroute complètement qui passait à l'intérieur et beaucoup, beaucoup trop de départements et tout était en chinois. Donc il y avait que peu de gens qui étaient sur le parcours en anglais. Euh, et ces professeurs chinois, à part la prof d'anglais, euh, ils avaient un accent qui était, en tout cas pour moi, très très étranger, difficile à comprendre. Donc première semaine, bah, je comprenais rien du tout, hein. Vraiment rien du tout. Et c'est là où ça se rajoute au niveau du doute. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que je vais pouvoir assurer quand même mon parcours? Est-ce que je vais pouvoir valider mes ECTS, etc. Euh, mais, subhanallah, l'oreille il s'adapte très, très rapidement. Et quand on commence à voir le cours, et là-bas, ce qui est intéressant, très, très intéressant, c'est que on a des bouquins pour chaque matière. Et des vrais bouquins qui sont écrits par des professeurs chercheurs, etc. Et c'est très bien fait. Donc on a le cours, c'est pas juste le mode PowerPoint et voilà, on va prendre deux, trois trucs et on va expliquer au tableau et à nous de prendre les notes. Ça, on l'a fait. Mais quand je comparais les deux, c'est pas la même chose. Qu'un professeur prenne le temps de rédiger tout un bouquin où on va réfléchir ensemble pour que ça soit complet, exhaustif, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. À l'INSEAD Lyon, c'était très bien aussi parce qu'on en avait. De mémoire, on en avait un sur la partie conception et un sur la partie productique. Après, enfin, ici en France aussi, on utilise beaucoup le chevalier, par exemple, etc. Donc voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des questions. Sur la partie académique, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé échange, on a parlé alternance, Ok. on a parlé transition de tous les changements et que ça puisse avancer de l'avant. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec le changement. Est-ce que tu aurais un conseil pour comment prendre le changement pour aller de l'avant? Parce que de toute façon, le plus important, c'est d'aller de l'avant et de pouvoir continuer à avancer vers ses objectifs, peu importe. En fait, en entreprise, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle c'est un concept qui est très connu dans le management, qui s'appelle la résistance au changement. Donc, quand on a des équipes, on arrive avec un changement, un nouveau logiciel, de nouvelles procédures, de nouvelles solutions. C'est très Le, difficile. la réaction humaine basique, c'est la résistance au changement. L'être humain, euh, il préfère, de nature flemmard, il préfère rester dans sa zone de confort. Donc, il va résister. Mais avec le temps, donc en entreprise, on le voit, si la décision elle est prise pour aller vers tel horizon, bah, on va y aller. Qui est résistant au changement ou pas, on va y aller. Et avec le temps, on voit qu'effectivement, OK, c'est à prendre en compte. On a ce qu'on appelle la conduite de changement dans le management. Et on dit, OK, comment on va accompagner ces gens-là pour accepter petit à petit, en fait, ce changement-là. Du coup, qu'on l'accepte ou pas,
dans le monde du travail, ça va arriver. Donc, est-ce que derrière l'idée, c'est de dire euh, je vais, je vais résister au changement et derrière, ok, on va me tordre le bras et, on va y arriver à un moment donné. Bon, le mieux, il y a une autre approche, moi, que je trouve intéressante, c'est que, ok, je reste open avec un mindset plutôt, il faut pas dire oui à tout changement non plus. Donc, c'est pas ce que je dis. Mais derrière, de dire, OK, je prends mon temps d'analyser qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce qui est intéressant pour moi. Là, pour le coup, penser un peu égoïste, c'est pas le terme exact, mais allez, appelons-le comme ça. Égoïste, c'est bien. En quoi ce changement-là, il va impacter en positif ma vie et mon activité, etc. Et ça permettra en fait euh, de prendre des décisions peut-être sur le coup un peu difficiles, enfin, parce que ça te prend et ça te sort en fait de ta zone de confort pour recommencer à zéro. Mais au final, bah, tu vas te retrouver à un moment donné dans ta zone de confort, mais avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de compétences, un savoir et un savoir-faire amélioré. Donc c'est quelque chose de très important. Moi, en tout cas, euh, et ça m'a beaucoup aidé, ce changement. En fait, c'est même pas un changement, mais c'est plutôt, moi je dirais, la vraie, pas le truc où on dit, OK, c'est quoi vos qualités pendant un entretien? On dit, ah, j'ai soif d'apprendre. Non, mais pour de vrai. Donc, quand on veut effectivement apprendre un métier, bah, il faut que l'on ait quand même la soif d'apprendre plein de choses dans ce métier-là. Enfin, c'est même pas un métier, mais c'est plutôt le domaine. Donc, quand on choisit génie mécanique, par exemple, dans génie mécanique, il y a énormément de choses. Donc, à la fois, je suis au niveau conception, par exemple, mais à un moment donné, euh, je vois un intérêt d'aller découvrir un peu la productique, bah, moi, j'y vais. Moi, je suis comme ça. Après, d'avoir d'autres gens qui te disent, OK, non, moi je veux la conception, c'est tout ce que je souhaite, je veux continuer d'ici le reste de ma vie. Euh, qui dit conception dit par exemple bureau d'études, voilà, il n'y a pas, il y a pas de problème, il y a des gens qui sont comme ça. Mais sachez que se limiter, euh, plus on reste open, moins on se limite. Et derrière, peut-être que là, j'ai une vision académique école. Après, derrière, quand je vais dans le monde du travail, je vais découvrir pas mal de métiers, etc. Et du coup, c'est la quasi-totalité, hein. Statistiquement, c'est la majorité des gens, ils sont comme ça. On se dit, ah oui, mais il y a peut-être tel ou tel poste qui m'intéresse, par exemple, tel ou tel métier qui m'intéresse, tel ou tel domaine, par exemple, qui m'intéresse. Et aujourd'hui, avec vos générations, ils demandent beaucoup plus de la reconversion, du changement, etc. Et donc, vaut mieux de changer, enfin, même pas de changer, mais de voir un maximum de choses. Là, si tu remarques bien, je suis en train de me contredire un petit peu avec ce que j'ai dit par rapport aux classes préparatoires. C'est ce que j'allais te demander. C'est en fait, Parce, mais, parce que je dis mais en fait, parce que j'ai dit pour les gens qui n'ont pas peut-être suivi depuis le début, c'est que classe préparatoire, pour moi personnellement, c'est un avis personnel, modeste et humble, c'est dire, c'est pour les gens qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils se prennent un petit temps de latence pour dire, OK, bac plus 2 et après, je choisirai entre. Mais moi, quelqu'un qui arrive, bac plus 2 qui arrive et dit, OK, entre génie informatique et génie mécanique ou génie télécom, par exemple, bah, je peux choisir après les classes préparatoires. Moi, ça, j'ai du mal avec. J'ai du mal avec parce que 3 ans, comme ce que j'ai dit, en fait, 3 ans, c'est pas suffisant. En fait, pour découvrir un domaine et de commencer de maîtriser, pas juste de parler de notions qu'on a entendues, par exemple, ou qu'on a travaillé pendant le cours, mais de les maîtriser pour de vrai. Maîtriser, ça demande en fait du temps. Mais ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit. Là, je dis en fait, on reste dans le même, peut-être dans le même domaine, hein, mais découvrir un maximum de choses. Donc,
Moi, quand je suis parti en Chine, bah, j'ai pas changé complètement de domaine, au contraire. Donc, c'est toujours dans le monde aéronautique, ce que j'aime, dans le monde du génie industriel, dans la partie, c'est de l'anglais, c'est pour mon diplôme, etc. C'est de la découverte d'une autre culture. Ah, ça, c'est intéressant. C'est pas un changement, parce que de toute façon, je reviens en France, je reviens au Maroc après, et, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est un plus. Je vais allumer, peut-être que ça va être mieux. D'ailleurs, je voulais ajouter un truc. Moi, dernièrement, j'ai pu parler à un ancien pilote d'hélicoptère dans l'armée et qui maintenant fait du mentorat pour les étudiants qui veulent aller vers de l'aviation, etc. Et ce qu'il disait, c'est ne soyez pas têtu, ne soyez pas 100% focus sur une seule chose. Vous pouvez certes passer 80% de votre temps sur vos études, parce que c'est important, mais le 20% restant, soyez open-minded, explorez des sujets, essayez de vous ouvrir au monde, regardez ce qu'il y a à côté et vers quoi vous pouvez évoluer. Hmm. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué et bah, ça rejoint exactement ce que tu dis. Exactement, je suis complètement d'accord avec cette personne. Euh, et après, je peux comprendre. Je pense que c'est une question de maturité aussi, à un moment donné, parce que quand on est jeune, et ça c'est normal, quand on est jeune, on essaie de dire, OK, je fais ce choix-là et c'est sûr que c'est exact, c'est la vérité, c'est le bon choix, etc. Et avec le recul, on dit, ah oui, on s'est trompé sur telle ou telle chose. OK. Première fois, deuxième fois, troisième fois, avec de l'expérience, à un moment donné, on arrive, on dit, OK, je commence un petit peu à essayer d'analyser le maximum d'éléments que j'ai. Je prends ma décision, mais sachant que peut-être d'ici 5 ans, je vais me rendre compte que ce que j'ai pris comme décision, c'était pas la bonne, mais soit, en tout cas, j'ai fait mon maximum en fait pour partir sur cette décision-là, par exemple. Voilà, Du voilà. coup, Où est-ce que l'on était? bah, j'allais te demander, du coup, d'un point de vue professionnel, du coup, tu as continué chez Safran après avoir obtenu ton diplôme. Est-ce que tu es resté sur le même site? Comment s'est passée ton intégration? Et concrètement, c'était quoi tes rôles à ce moment-là et comment ça a évolué? Euh, Juste pour rappeler, on a parlé des 2 années où j'étais pilote d'industrialisation. Donc moi, je travaillais comme pilote d'industrialisation, vu de mon parcours, vu de mon parcours professionnel et académique. Euh, donc j'étais en complète autonomie, etc. Sur la dernière année, ce que j'aimais dans l'apprentissage aussi, c'est quelque chose de très très important. En fait, euh, quand on est apprenti, on n'est pas salarié, on est en train d'apprendre. Après, ça dépend du tuteur aussi qu'on a en entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, en tout cas, j'avais un très très bon chef à ce moment-là et je prenais en fait mon apprentissage en main en disant, OK, aujourd'hui, j'aimerais bien pratiquer la partie conception. J'ai travaillé sur des sujets, j'ai demandé à mon chef de travailler sur des sujets de conception, sur Katia, etc. À un moment donné, je voulais apprendre sur les éléments finis et il y avait un autre service qui c'était un peu fermé, c'était que des doctorants qui faisaient la simulation thermomécanique de notre procédé. Et donc j'ai demandé, et j'y étais pendant 3 mois où j'ai appris, j'étais en tutorat, en biseau avec euh, un doctorant à ce moment-là qui m'avait appris comment utiliser le logiciel, comment faire le maillage, etc. Ça m'a permis en fait d'apprendre. À un moment donné, sur la 3e année, et j'y reviens, j'avais demandé de découvrir un peu la production. Donc ça, c'est quand je suis revenu de mon exchange programme en La Chine. mobilité? Exactement. Donc je lui ai dit, OK, voilà ce que j'ai eu comme cours pendant ces 6 mois. J'ai vu la partie management stratégique, ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais bien travailler sur un sujet où l'on me donne un processus avec les contraintes, avec les données d'entrée, et vous me dites c'est quoi les souhaits en fait en sortie, et vous me laissez vous trouver des solutions. Il m'a dit OK, très bien. Il a cherché un peu, et ça c'est la chance quand on travaille dans de grands groupes. Si on fait de l'apprentissage dans une PME ou TPE, il y a d'autres challenges, il y a d'autres, on apprend beaucoup plus de choses peut-être. Euh, Mais je peux comprendre le chef qui dit là, on t'a pris, on a besoin de toi sur tel ou tel sujet, on est en train de te former sur tel ou tel métier pour pouvoir te recruter peut-être derrière, etc. Euh, mais il faut garder en tête que c'est de l'apprentissage, donc vous êtes censé apprendre.
Ça, c'est le premier objectif. Mais pas que apprendre. Vous allez devoir faire le win-win entre votre parcours, votre montée en compétences et le win côté entreprise. Ça, c'est important. Mais tout d'abord, c'est ça, c'est d'apprentissage. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà, mon chef, il me donne deux projets que qui sont restés dans le backlog de notre plan de progrès à ce moment-là. Et c'était un- une partie de digitalisation d'un atelier A, et une autre partie, c'était la refonte d'un labo et de bureau de supervision euh, de l'atelier moulage. Donc un atelier moulage et un atelier pardon, fusion, où on avait des fours. Donc en gros, très très rapidement, fonderie à cire perdue, donc on fabrique les, euh, les aubes de turbine haute pression. Donc c'est dans un turboréacteur, on a le compresseur basse pression, le compresseur haute pression, la chambre de combustion, et on a la turbine derrière haute pression, puis la turbine basse pression. Voilà. Euh, les aubes de turbine haute pression, c'est ce qui vient juste après la chambre de combustion. Ouais. C'est des pièces très très sollicitées thermomécaniquement. Donc mécaniquement en fluage et thermique parce que ils prennent toute la chaleur de la chambre de combustion. Euh, c'est pour ça on a besoin en fait de super alliages, ce qu'on appelle des super alliages, contrôlés dans leur structure cristallographique maîtrisée. Donc on fabrique une pièce, on a un monocristal. On n'a pas besoin de plusieurs grains de, de, euh, de joints de grains avec des grains cristallographiques différents, avec des orientations différentes, parce que ça impacte la tenue mécanique lors de l'association au fluage. Sans rentrer dans trop de détails techniques. euh, donc pour les faire, on les refroidit en fonctionnement. Juste une idée comme ça qui marque. Le matériau, on le fait couler à 1500 degrés Celsius. Et en fait, en fonctionnement, juste derrière la chambre de combustion, euh, le rotor, il subit une chaleur de 1700 degrés. Normalement, il doit couler, logiquement. Par contre, il est refroidi. Donc, en Effectivement. fonctionnement, il est refroidi. Donc, on fabrique des aubes qui sont creuses de l'intérieur. Il y a une cavité. Et quand on dit refroidi, c'est un gros mot, hein, parce qu'on dit refroidi, on pense à refroidissement. Mais on refroidit avec de l'air à 900 degrés Celsius. Très, très chaud. Mais par rapport à 1700, 1500, c'est très froid. Donc, il y a ça. Euh, et voilà, d'autres choses, ça ne sert à rien en fait d'en parler. Donc, du coup, on a une pièce comme ça, comme la souris là, et à l'intérieur, il doit y avoir une cavité très complexe, ce qu'on appelle des chicanes, etc., pour assurer le refroidissement. Donc, on choisit en fait très très rapidement dans le monde entier les aubes de turboréacteurs, enfin les aubes de turbine haute pression, ils sont fabriqués avec ce procédé-là. Il y a d'autres procédés, mais c'est pas pour ces aubes-là, c'est pour les aubes de compresseurs, par exemple. Je rentre un petit peu dans le détail avec toi parce que enfin, je sais que ça t'intéresse peut-être. Donc, génie mécanique, moi, en tout cas, je fais l'extrapolation de Moi aussi, j'étais en génie mécanique, donc dans le département génie mécanique, et j'ai une idée en fait de ce qu'on aime quand on choisit ces spécialités-là. Et tu es aussi dans la partie aéronautique, donc ça te permettra peut-être, même si on diverge un petit peu et ça va prendre plus de temps que prévu, mais soit, c'est comme ça. Après, tu peux m'arrêter quand tu veux, il y a pas de souci. Je j'ai pas de problème. Non, moi, Donc, j'ai je pas de disais, contrainte de temps. ok, bah très bien. Prenons le temps, il n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, on choisit ce procédé-là. Ça, c'est juste pour revenir sur les missions que j'avais prises, pour qu'on comprenne ce que c'est que l'atelier moulage et l'atelier fusion. Donc, on a ça, on a besoin d'une cavité. Donc, la cavité, il va falloir la fabriquer. On a besoin d'un noyau, ce qu'on appelle un noyau. Il va reprendre la forme. C'est un noyau céramique. Il va reprendre la forme de la cavité. Voilà.
Donc, on a un premier atelier noyau. Derrière, on a un atelier cire qui est divisé en deux ateliers. Un atelier injection cire et un atelier montage de la grappe. J'explique. Donc, noyau fabriqué, on le donne à l'atelier suivant qui est l'atelier cire. De l'injection cire, on va prendre ce noyau-là, donc à l'intérieur, et on va injecter de la cire autour avec la forme de l'aube qu'on cherche à obtenir en métal après. Mais c'est en cire. Derrière, ça passe, on ne va pas fabriquer un moule pour des questions de réduction de coûts et de rentabilité, un moule par pièce. Donc non, c'est généralement, ça dépend de la taille des pièces, etc. Mais c'est généralement entre 5 et 10 pièces, par exemple. On les rassemble et on forme ce qu'on appelle la grappe. Comme son nom l'indique, c'est comme une grappe avec plein de raisins, par exemple. Voilà. Euh, et en fait, on y rajoute une partie godée, voilà, par lequel on va couler le métal. Ce qu'on appelle l'araignée, par exemple, c'est pour récupérer le métal et alimenter directement en fait ces modèles-là. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect métallique après. Donc, on a cette grappe-là, plein de modèles avec les éléments de la fonderie. Euh, Ça part dans l'atelier moulage. C'est là où on va fabriquer notre moule. Et là, c'est des barbotines, donc c'est des bains avec un liquide liant. Et dedans, il y a du sable réfractaire. Euh, et c'est des robots, c'est robotisé complètement. C'est des robots qui viennent récupérer la grappe et ils l'immergent en fait dans de la barbotine. Voilà. Il y a une première couche qui vient épouser la forme de tous les modèles, etc. Derrière, on prend et on va aller en dessous d'une douche de sable. Donc, on va sabler en fait toute cette partie-là. OK. Donc, il y a encore du sable céramique qui va venir épouser cette forme-là un peu humide. OK. Et on va partir dans un cycle de séchage. On va sécher. On a une première couche, deuxième couche, troisième couche, à un certain nombre de couches. Voilà. Les premières couches, c'est pour l'aspect finition du modèle. Et ensuite, c'est pour l'aspect tenue mécanique du moule. OK? Donc, on a fabriqué notre moule. Et ça, c'est l'atelier moulage. Donc, moulage, on a des robots et on a des bureaux de supervision où on a des opérateurs derrière leur PC. Ils supervisionnent comment ça se passe en fait. Ils supervisent comment ça se passe au niveau robot et barbotine. Cet atelier-là, il est confiné parce que c'est des barbotines, etc. On a besoin de contrôler le pH, l'hygrométrie, etc. Donc, on a des bureaux de supervision et on a un labo. Euh, Ça part ensuite, on chauffe un petit peu pour descirer. Donc, on enlève la cire. Et si on voit, on fait une coupe comme ça, par exemple, verticale, on va trouver du coup le noyau et la place en fait du modèle cire. Donc, on l'a dessiré. Donc, du coup, on a la cavité et on va couler le métal dedans. Parce qu'après, on a les N couches de notre moule. OK, on coule le métal, on laisse refroidir. On va refroidir d'une manière très technique pour avoir un monocristal. Derrière, on décoche, on enlève toute la partie carapace, donc de notre moule. Par contre, il nous reste le noyau à l'intérieur. Le noyau, on l'enlève avec un procédé chimique. Franchement, le procédé, il est très, très élaboré, franchement, impeccable. Et tout ce qui vient après, c'est les méthodes CND pour le contrôle non destructif, principalement, pour vérifier la santé métallurgique et dimensionnelle de nos pièces. Donc moi, ce que j'avais en dernière année comme mission, c'est de dire, OK, je vais essayer de digitaliser l'atelier fusion. Il n'y a que des fours, et c'est des fours en sous-sol. Et en fait, le besoin, c'était ça, c'est que le management, il veut passer. Il est obligé, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est à l'heure, on est en retard, etc. Il a besoin d'attendre l'agent de maîtrise, donc le chef d'équipe ou un opérateur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de dire, OK, le management, il veut passer, il aimerait bien, en fait, avoir un management, ce qu'on appelle avoir des KPI, en tout cas, et que l'on ait des indicateurs visuels, un management visuel
déployées dans l'atelier. Mais il va falloir que ça récupère en automatique les données des fours à l'intérieur et que ça soit mis sur un écran et que ça soit mis à jour. Moi, je ne suis pas de base d'une formation informatique, même si j'avais des penchants informatiques quand j'étais au lycée, mais je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Avec les moyens de bord, démerder pour trouver une solution et avoir des indicateurs qui tournent, à la place d'attendre que notre direction système d'information trouve des solutions techniques beaucoup plus élaborées, mais ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et l'autre, c'était, donc ça m'a permis de travailler sur de la partie digitalisation. L'autre partie, c'était l'atelier moulage. Donc j'ai tout cassé, j'ai piloté ça. C'est comme un conducteur de travaux dans le génie civil. Et je travaille avec les moyens généraux, je travaille avec les méthodes, les partenaires sociaux pour valider en fait les solutions prises pour les opérateurs. Et franchement, ça c'était intéressant. Mais rien à voir avec on peut dire rien à voir avec le génie industriel. Mais c'est quelque chose d'important. Et quand on fait de l'apprentissage, je vous le conseille, ça c'est mon feedback ou mon rédex, c'est de dire formez-vous. Vous aurez la possibilité, beaucoup plus facilement si vous êtes dans un grand groupe qu'une petite société. Mais si vous demandez rien, vous n'aurez rien. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Je dis ça derrière. Donc j'ai mon diplôme. Je finis cette partie-là, apprentissage. On m'a proposé au sein de Safran donc des postes de pilote d'industrialisation. Mais à ce moment-là, on venait de perdre des contrats sur l'aviation d'affaires avec un moteur qui s'appelle Silvercrest. C'était en 2018. Et du coup, il n'y avait plus de postes ouverts en externe. Donc, c'était qu'en interne. On prenait en fait les gens qui travaillaient déjà sur ces sujets-là, qui sont aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, donc en 2018, bloqués, et on les déployait sur d'autres projets. Et donc, moi, on m'a proposé des postes en intérim. Moi, personnellement, je considère que c'est les contrats d'intérim, même si ça peut être très intéressant, mais si l'on a la possibilité, moi, personnellement, je pense que c'est de l'esclavagisme moderne. Donc, du coup, j'ai dit non. Et Ouais, entre-temps, donc je voulais toujours découvrir la production parce que c'est dans le domaine du génie industriel et parce que aussi je voyais que les managers jeunes au niveau SNECMA, donc Safran Aircraft Engines depuis 2016, les plus jeunes c'était les gens qui ont récupéré de l'automobile avec leur notion de ouais. Lean, Six Sigma, etc. Voilà, toute la partie toyotisme, taylorisme, etc. Bon, ok. Donc je m'étais dit, il n'y a pas mieux formateur que l'automobile pour la partie production. Il y a un graduate programme donc, de chez Renault qui était lancé, qui se lançait sur des périodes. Donc moi, c'était la bonne année. Des fois, on a de la chance. Donc c'est un graduate programme qui est très très challenging. Mais donc on a commencé sur la France, sur le territoire français complet. On était à peu près 1000 personnes. Il y avait beaucoup plus, enfin, un parcours de sélection qui était très élaboré et on était pris une dizaine de personnes. Et c'est un parcours, un graduate programme sur 8 ans. Donc voilà, 8 ans de poste en tant que chef d'unité élémentaire de travail. Donc moi, j'ai commencé à Maubeuge sur 2 ans. Il était prévu de faire 2 ans là-bas, 2 ans sur un métier corporate et revenir sur les 4 ans. euh, donc 4 ans, et puis revenir sur les deuxièmes 4 années, prendre le poste de son chef pour arriver à la fin des 8 ans sur un poste de responsabilité européen. Bon, ça c'est c'était la vision RH Renault France. Après derrière, quand moi j'étais à Maubeuge, donc c'est le nord, c'est à 11 km de la frontière belge, euh, c'était autre chose, complètement différent. Du coup, il faut faire attention à ça. Donc, faut s'assurer quand on a une vision RH globaux, je vais dire, et les RH locaux. Est-ce que c'est partagé, c'est pas partagé, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Si on peut le vérifier avant, c'est bien. Moi, je ne regrette rien.
Donc j'y vais, je deviens posté. J'avais 30 peintres, principalement des peintres dans mon équipe. Mon premier poste, mais directement je commence avec du management terrain. Euh, les 4 premiers mois, c'était compliqué. Donc, parce que je faisais aussi, j'étais posté. Chez Renault, à ce moment-là, donc il y avait ce qu'on appelait des postes -1. Donc, on a éliminé quelques postes. Donc, à la place d'être euh, ce qu'on peut appeler chef d'atelier ou chef de ligne avec des superviseurs, des agents de maîtrise, que eux, ils sont postés. Donc, équipe matin et équipe après-midi, par exemple. Ils ont supprimé ce poste-là et on était directement rattaché à moi. Et moi, du coup, j'étais posté. Donc, je fais l'équipe du matin sur une semaine et après, la semaine d'après, je fais l'après-midi. Quand on vient du monde euh, académique et de l'ingénieur, etc., c'est quelque chose de très, très sollicitant. Et par contre, c'était formateur. Donc, je l'ai fait pendant 8 mois. Moi, j'ai réduit les 8 ans en 8 mois. J'ai dit, OK, c'était très formateur les 4 premiers mois. C'est très bien. Et au bout des 4 derniers mois, je trouvais que ça commençait à devenir redondant. C'est du management de l'humain. Donc voilà, très très intéressant, très formateur, mais je voyais plus en fait le retour sur investissement. Je m'étais dit que si jamais je fais ça pendant 2 ans, c'est pas très très intéressant pour moi. Ok. Il n'y avait pas que cet argument-là, il n'y avait pas que cette raison-là, il y avait d'autres raisons. Et aussi, c'était l'époque avec l'histoire de Carlos Ghosn à ce moment-là. Donc après la visite sur le site à Maubeuge de Emmanuel Macron et Carlos Ghosn, une semaine après, il a été capturé par les Japonais. Et du coup, on était un peu dans le flou. Il n'y avait plus de vision. Est-ce que c'est sûr que ça va tenir en fait le grade du programme, etc. Et donc voilà. Donc je décide de revenir à la maison mère, mais ne pas faire toujours la même chose. Donc découvrir un nouveau métier qui est le métier de shop visit manager, donc chargé d'affaires, donc dans le département programme, où on est en interface directe avec le client. C'est quelque chose d'intéressant aussi, même si enfin, ça n'a pas de lien avec le génie mécanique, génie matériaux, génie industriel. Mais pour moi, c'était quelque chose d'intéressant à apprendre. J'étais dans la maintenance, donc ce qu'on appelle le monde de l'MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. En aéronautique, c'est quelque chose de très, très différent, très spécial aussi. Juste pour ceux Oui, ceux qui sauraient pas, la shop visit, c'est quand un réacteur va faire sa maintenance. exactement. En fait, la shop visite, c'est le réacteur qui fait la visite du shop. Le shop, c'est le site où on fait effectivement la maintenance. C'est comme quand toi, tu prends ta voiture et tu fais ta visite technique pour ta voiture. Voilà. Mais tu fais bien en fait de le préciser. Merci. Euh, on peut l'appeler chargé d'affaires aussi. Donc le show visit manager ou le chargé d'affaires parce qu'il est directement avec le client et il assure cette partie-là. Il est positionné en tant que client au sein de l'entreprise et il est le représentant de l'entreprise envers le client. Euh, je fais ça je fais ça au Maroc, donc à Casablanca. Euh, donc, première expérience professionnelle au Maroc, une autre culture du travail. Et voilà, c'est mon pays. Après, je voulais avoir une deuxième expérience, mais cette fois en tant que salarié. Donc, complet. C'est pas comme l'apprenti qui vient pour une mission de 2 mois comme un stagiaire. Donc, voilà, je fais ça pendant 2 ans. Je m'occupais des moteurs de Air France, Pegasus, les Turcs, et Air Arabia. Très, très intéressante expérience. On apprend beaucoup de choses. Ça se passait très bien d'ailleurs. Et tout d'un coup, il y a eu la crise Covid. Voilà. On a eu un plan social, donc intéressant aussi à expérimenter. Je le souhaite à personne, mais si par malheur ou par chance, en tout cas, se retrouver à un moment donné où on est concerné par un plan social, c'est intéressant en tout cas. Du coup, moi j'étais plutôt du côté des plus chanceux.
À ce moment-là, on avait licencié 60 personnes à peu près. Et du coup, moi, on m'avait proposé le poste de responsable méthode pour pouvoir intégrer là-bas ce que j'avais appris ici en France en termes de standards d'industrialisation. Voilà, poste que j'ai occupé pendant 2 ans, jusqu'à septembre 2022. Et de septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, je suis revenu en France, responsable méthode pareil, mais rien à voir au niveau des métiers. Là-bas, c'était donc dans l'MRO, ce que je disais. On développait principalement sur la partie pilotage d'industrialisation. On pilotait l'industrialisation de réparation sur les moteurs. On essayait de, juste comme ça là, pour qu'on garde ça en tête, c'est plus facile. C'est de dire, OK, on développe là-bas des réparations qu'on qu'on peut faire sur le moteur assemblé. Ça permet de ne pas désassembler, de découvrir peut-être des problématiques sur le moteur et d'envoyer les pièces un peu partout dans le monde et de prendre du délai. Donc c'est être beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile, le réparer en moteur ici et le client il est content. Sur cette partie-là, j'avais aussi la partie spécialiste entre guillemets ou référent procédé, donc à la fois procédés mécaniques et procédés chimiques avec les procédés spéciaux. Et j'avais un docteur, ce qui était intéressant, ça c'est sur la partie expérience en management. Donc ici en France, chez Renault, j'avais des opérateurs, des conducteurs d'installation, des opérateurs seniors. Là-bas, principalement des ingénieurs et 2 techniciens. Et aujourd'hui, j'ai que des techniciens principalement. Mais j'ai des managers en fait. Aujourd'hui, je manage des managers. Euh, c'est un peu, c'est un peu complémentaire au niveau de mon expérience management. C'était quelque chose de voulu et de recherché de mon côté. Euh, voilà. Donc ça, c'était là-bas. Ici, c'est principalement, comme je disais, une trentaine de personnes, des techniciens. Mais moi, dans mon équipe directe, j'ai que 4 personnes, donc 2 managers et deux leaders techniques qui s'occupent de la partie KM, donc Knowledge Management, montée en compétence des nouveaux embauchés, etc. Que des techniciens, mais des techniciens qui sont très très expérimentés, très compétents. Je travaille sur toute la partie R&T, donc qui vient en amont, ce que je disais au tout début. On fabrique aujourd'hui des pièces qu'on utilise sur des machines d'essai. Donc voilà, c'est les turboréacteurs de 2035-2040, à la fois militaires et civils. Et on est en train de valider les tests. Il y a à peu près plus de 800 tests pour un turboréacteur qu'il soit certifié. Donc à la fois les performances, sûreté, acoustique, vibration, etc., etc. Et donc on fabrique pas mal on commence par des prototypes et après c'est les machines d'essai, on teste et on valide notre checklist de certification. Donc voilà. C'est un peu un monde d'artisanat, je vais dire, dans le monde industriel. Mais ça demande beaucoup de savoir technique au niveau de la conception, au niveau des méthodes. Donc moi quand j'étais étudiant, je faisais pas la différence entre le métier. Je connaissais pas ce que c'était le métier méthode. D'où l'intérêt de faire de l'apprentissage. Ça permet, même si on est au niveau bureau d'études, on connaît un peu les méthodes. Et très rapidement, avant, il n'y avait que le bureau d'études, il y avait les équipes de production. Donc on concevait un produit, on disait OK aux gens, produisez. On s'est rendu compte qu'il y avait toujours des problèmes. Soit les gens ne comprennent pas en fait ce que veut le bureau d'études, soit le bureau d'études ne comprend pas en fait euh, ce que l'on a dans les ateliers et est-ce que mon concept, mon design, il est fabricable en termes de faisabilité. Et donc là, la mission principale des méthodes, c'est assurer la faisabilité. Quand on dit faisabilité, c'est la fabricabilité et la contrôlabilité. Voilà. Et d'assurer que on va être sur c'est de l'industrialisation. On va produire dans le monde industriel. C'est pas dans un petit garage où on va faire un one shot ou 2 shots. C'est plutôt
on va fabriquer peut-être 400 pièces à la semaine, par exemple. Franchement, tu as été super Hop, parce hop, que hop. non, tu as vraiment été Merci, super merci. parce que on a eu beaucoup de retours d'expérience. Tu as partagé beaucoup de choses. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. Le J'espère que plaisir est beaucoup de gens vont partagé. regarder, que beaucoup de gens vont partager ou pouvoir apprendre de cette expérience-là. Euh, je te remercie pour ton temps, pour l'effort que tu as fait pour être là aujourd'hui avec nous. Bah, Et merci à toi. Merci d'avoir gardé quand même le cap et Merci d'avoir écouté ce podcast. Ce fut un plaisir. Et encore une fois, merci à Al-Habib Haytoumi pour son temps et pour toute son énergie qu'il a donné tout au long du podcast. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à nous envoyer vos avis sur notre page Instagram pour qu'on puisse continuellement améliorer notre podcast. Merci et à bientôt.